avec qui je partage ce plateau et de dire bonsoir à l'ensemble des Sénégalais qui vivent avec nous au Sénégal, mais aussi les Sénégalais de la diaspora. Je pense que c'est notre avis, c'est une réponse politique à des actes politiques. Mais nous souhaiterions qu'on ait raison gardée. Aujourd'hui, je pense que ni l'opposition, ni le parti au pouvoir n'avons intérêt à discréditer nos institutions. Je m'explique. Que M. Omar Sarr quitte le Sénégal pour aller dans un pays de la CEDEAO, le Sénégal faisant partie de la CEDEAO, c'est son droit le plus absolu. Et je pense que la CEDEAO le lui a accordé. Il faudrait aussi que nos institutions, nos gouvernants, suivent une certaine logique. Nous ne pouvons pas être, si nous voulons assumer un leadership au niveau de la CEDEAO, nous ne pouvons pas, dans le même temps, défier la CEDEAO. Mais aussi, il est de notre ressort à nous, supposés opposants, de respecter les institutions de ce pays. Si demain, nous sommes appelés à être au pouvoir, nous aimerions bien que tous les citoyens puissent le respecter. Pour M. Baragaï, je pense que c'est une réponse aussi à un chef de parti. C'est aussi le problème que pose le fait d'être chef de parti et président de la République. Cette dualité fait que, aujourd'hui, la frontière, elle est vite passée. Mais restons aussi, sachons raison garder, et restons dans une dynamique de respect de nos institutions. Très bien. Monsieur Fall, qu'en dites-vous au FSD/BJ? Très bien, mais dans la veine de mes prédécesseurs, je vais profiter de l'opportunité qui nous est offerte ici pour saluer nos téléspectateurs et encore une fois vous remercier pour cette invitation. Je pense qu'au niveau du FSD/BJ, nous condamnons fermement l'attitude aujourd'hui qui est celle des leaders du Parti démocratique sénégalais, qui vise en particulier à discréditer l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tout cas sénégalais, citoyens, qui que nous sommes, assister de manière laconique à cette discréditation de l'État. Donc effectivement, nous condamnons ce genre de démarche. Mais il faut se rappeler un peu que depuis que le PDS a été au pouvoir jusqu'à en sortir et maintenant, on assiste systématiquement aux mêmes pratiques. C'est quoi? C'est que sous le couvert de la légalité de certains actes qui sont posés, on tourne en dérision les citoyens sénégalais et on les mène dans un jeu sans fin. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dire cela suffit. C'est-à-dire qu'il est possible de mener une opposition responsable et celle à laquelle nous assistons aujourd'hui de la part du PDS, et il faut le dire, tout sauf responsable. Voilà. Donc le PDS, à votre avis, n'est pas dans une posture responsable? Non. Est-ce qu'il n'est pas aussi dans son rôle en tant que parti d'opposition? Non, mais encore une fois, c'est de cela dont on parle. C'est quoi finalement la responsabilité d'un homme politique dans ce pays? C'est toute la question. C'est est-ce qu'aujourd'hui le leadership politique qui a été incarné par le PDS, aujourd'hui peut être donné en exemple? Qu'est-ce qu'on attend des hommes politiques de ce pays, des femmes politiques de ce pays? Est-ce ce genre de comportement? Est-ce que c'est ce genre d'attitude? À la question de savoir si c'est responsable, la réponse est évidemment non. Ce à quoi on assiste, c'est-à-dire le pillage des deniers publics, les bravades face à l'autorité de l'État, c'est tout sauf responsable de la part d'un homme ou d'une femme politique. D'accord. Vous pouvez en convenir. D'accord. Donc opposition, oui, Marie-Dian, mais quand même dans la responsabilité, sans peut-être jeter l'anathème ou le discrédit sur les institutions, comme ils le disent. Ben, nous avons toujours respecté l'état de droit et la démocratie, parce que nous sommes des libéraux. Et les principes fondamentaux du libéralisme, c'est la liberté, le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, la propriété, qui sont non négociables chez nous, les libéraux. Liberté jusqu'où, par exemple? Ça a des limites? Les libertés que nous confèrent la démocratie et les institutions de l'État, les institutions républicaines. Nous sommes des républicains aussi, dans cette perspective.
Le grand paradoxe aujourd'hui de l'État du Sénégal, c'est de dire exactement qu'il ne respectera pas une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Sénégal a souscrit librement aux institutions de la CEDEAO. Donc toute loi s'appliquant à notre pays s'applique au Sénégal. Pourquoi le Sénégal ne respecte pas cette décision de la CEDEAO? Alors que le Sénégal a appliqué la compte de 3%, la taxe de 3%. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Il l'applique, ça n'arrange pas. Il ne l'applique pas. Premièrement. Deuxièmement, j'ai entendu le président de la République Macky Sall appeler à l'accélération du processus d'unité africaine, mais quand même, qu'il respecte d'abord les principes fondamentaux qui régissent l'espace de la CEDEAO. Le PDS a totalement souscrit à la dynamique de progrès, mais qui repose sur le droit individuel. Respectons nos droits. C'est tout ce que nous demandons. Mais si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, c'est une agression. Parce qu'il l'appelle traque. Le mot traque est utilisé dans les régimes dictatoriaux. La traque. C'est un concept extrêmement dépassé. Nous sommes au XXIe siècle. Regarde ce qui est arrivé à la marche de Pékin. Nous sommes responsables. Nous n'avons pas voulu d'affrontement. Nous avons déposé. Quelques jours après, ils viennent, ils déposent sur le même itinéraire. Oui. Nous nous sommes dit, voilà, nous sommes responsables, nous ne ferons pas d'affrontement. Ok. On se retire donc, laissez les militants de la paix faire leur marche. Nous, la prochaine fois, peut-être nous allons marcher. Ça, c'est une opposition républicaine. On aurait dû braver l'interdit, affronter les forces de l'ordre et autres. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous ne faisons pas. Nous avons presque fait partie quand même des oppositions quand même les plus vieilles d'Afrique. Nous sommes cités un exemple partout dans le monde, dans le réseau libéral africain, où nous tentons de frapper aux portes. À l'international libéral, pareil. Notre parti a fait des avancées significatives dans tous les domaines. Mais respectons l'état de droit, l'état de la démocratie. Nous avons produit des hommes de qualité, un leadership affirmé. Aujourd'hui, vous-même, votre président est un produit de notre école. Les premiers ministres, beaucoup de hommes sont des produits de notre école. Donc nous sommes une opposition extrêmement responsable et conscient du devenir des nations. Mais est-ce que la responsabilité, c'est ramener le discours politique à un niveau bas? Non, non, nous sommes aujourd'hui dans une phase de mutation. Oui. Le PDS est en train d'opérer une régénérescence que tout le monde a constaté. Mais c'est ça qui fait peur au pouvoir. Parce que le pouvoir pensait que nous allions répéter le scénario du Parti socialiste qui a perdu le pouvoir et qui est resté presque 2 ans sans pouvoir se régénérer. Nous ne l'avons pas fait. C'était de l'opposition dite responsable à l'époque. Les gens disent que nous sommes plus responsables. Oui. Nous sommes agressés. Ce qu'ils disent, disent que c'est la reddition, ce n'est pas de la reddition des comptes, c'est de la traque. Oui. C'est de l'enrichissement illicite. C'est de voir une personne rouler avec une voiture, mais ils peuvent l'interpeller et lui dire, mais d'où vient ce véhicule? Mais ça, c'est pire que le régime nazi. C'est ça qui existait chez les nazis. C'est les hitlériens. La spoliation des juifs est partie presque de ça. Et si nous ne faisons pas attention, les piliers fondamentaux sortent de notre démocratie, qui fait que le Sénégal aujourd'hui est le seul pays stable de la sous-région. Attention, ce régime ne doit pas jouer avec le feu. Le PDS est très responsable. C'est un parti de paix, c'est un parti qui a toujours opté pour la démocratie comme mode d'exercice du pouvoir. Mais si aujourd'hui, au Sénégal, on assiste maintenant à des prisonniers politiques ou à des otages politiques, c'est un recul démocratique. Il faut que le pouvoir se résiste maintenant et opte pour une gestion rationnelle de l'État. Parce que quand vous les entendez parler, les gens de rap, on a l'impression que l'État leur appartient. Ils disent on va emprisonner, on va attraper tel emprisonnement. Ce n'est pas de leur ressort. Eux, ils sont là pour exécuter le bon fonctionnement de l'État. Mais non, regardez ce qui s'est passé avec Maître Ousmane Ngom. Un ministre est parti à Kaolack, dire que Maître Ousmane Ngom est un voleur. Et il va voir ce qui va lui arriver. 2 semaines plus tard, Maître Ousmane Ngom est allé et cueilli Manu Militari et ramené à Dakar.
Et dans leur discours, sur les plateaux de télévision, partout, on a l'impression que l'État les appartient. Nous sommes une opposition, mais nous faisons partie de l'État. Macky Sall est notre président de la République. Vous le savez ou non? C'est notre président de la République. Il gère la majorité comme il doit gérer la minorité. C'est ça la gestion rationnelle d'un État de droit, d'une République. Nous réclamons le droit, que le droit soit dit, qu'il n'y a pas de partialité dans la traque des biens mal acquis. Même si le mot, j'aime pas dire le mot traque parce que c'est un mot qui me gêne, qui me dérange. On est au 21e siècle. Rétablissons l'ordre. Alors, pardon, du côté du pouvoir aussi, on est tombé bas, hein, dans certaines répliques, en tout cas, qu'on a entendues. Il y a eu des invectives et autres attaques qui, quand même, n'honorent pas le pouvoir. Vous êtes d'accord? Vous savez, ils ont utilisé tout à l'heure le mot réponse politique. Quand vous regardez tout simplement ce régime en place depuis quelque temps, quand même, on ne peut pas dire à ce régime qu'il verse définitivement dans l'arrogance. C'est ce qu'ils veulent qu'on devienne. Et ça, vous les suivez dans cette logique? Ils ne peuvent pas nous verser dans ce débat-là. Vous savez, ce qui caractérisait aujourd'hui le régime d'Abdoulaye Wade, c'était véritablement l'arrogance, l'opulence. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans cet état actuellement, il est tellement modeste, il ne veut pas aujourd'hui offenser ce peuple sénégalais qui a compris et qui a lancé un signal fort depuis très longtemps par rapport à un changement. C'est ce changement-là qui n'est pas perceptible aux libéraux. C'est ça la vérité, qui n'est pas véritablement perceptible aux libéraux. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes une minorité, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes une minorité et que vous acceptiez que le président de la République est le président de tous les Sénégalais, même de cette minorité, mais vous vous permettez aujourd'hui qu'une minorité insulte le président de la République, qu'une minorité insulte le président de la majorité des Sénégalais. Vous croyez que ça c'est le débat, ça c'est la politique? Ça c'est pas la politique. Aujourd'hui, l'APR pouvait se mettre ici à dire n'importe quoi sur les libéraux, puisqu'ils se croient jusqu'à présent qu'ils sont au pouvoir et que ce qui caractérisait aujourd'hui leur pouvoir, avec des crimes qui n'ont jamais été punis. Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait rien. Ce qui est difficile aujourd'hui pour cet État-là, c'est de remettre sur les piliers les socles fondamentaux dont il parle tout à l'heure, des institutions de la République, puisque tout a été déstabilisé par le régime de Wade depuis des années. C'est un gros chantier à votre niveau. Un très gros chantier, et puis, mais un gros chantier qui est supportable, puisque déjà approuvé par le peuple sénégalais. Ce peuple sénégalais, quand on parle de traque, mais quand vous n'êtes pas concerné, vous ne serez jamais traqué. Je ne veux pas aujourd'hui se verser en utilisant certains mots, c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans ce piège, mais aujourd'hui, regardez-vous tout simplement ce qui a été fait au Sénégal depuis des années. Les gens ne peuvent même pas se rendre compte de l'ampleur des dégâts qui ont été causés dans ce pays par des gens qui roulaient dans l'opulence, des gens qui étaient tellement arrogants, qui croyaient que le pouvoir ne peut jamais se perdre. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Macky Sall et son régime sont en train aujourd'hui de mettre en place dans ce pays? Il y a de cela quelque temps. Si Omar, on te demandait aujourd'hui de venir au palais, tu avais des doutes. Tu avais des doutes. Pourquoi? Regardez tout simplement les va-et-vient qu'on a assisté depuis des années. Ce que Wade avait véritablement appris aux Sénégalais. Qu'est-ce que cela veut dire la présidence de la République en tant qu'institution? C'est le marché public. Ce n'est plus le cas? Absolument pas. Aujourd'hui, les Sénégalais commencent à avoir de la confiance en soi, qu'on revient véritablement vers un état de droit, vers un état où vous avez pu rencontrer, vous avez pu constater, nous tous nous avons constaté aujourd'hui que la justice commence à être indépendante de toute action de l'État du Sénégal. Les hommes qui sont mis au poste de responsabilité dans la justice prennent entièrement de responsabilité. Quand un jeune qui se prend aujourd'hui modèle et qui dirige toute une jeunesse d'un parti et qui a été à la gestion d'un État se permet aujourd'hui d'insulter publiquement et à répétition une institution de la République, vous croyez que c'est ça une opposition? Ce n'est pas une opposition. Vous avez dit tout à l'heure, en 2000, nous avions aujourd'hui une opposition républicaine, caractérisée aujourd'hui hier par le Parti socialiste. Voilà cette démarche
Ça c'est vrai, mais peut-être l'erreur que pourrait peut-être commettre le régime, c'est de sauter sur l'occasion pour donner l'impression d'avoir ou d'emprisonner des politiques, ce qu'ils appellent en tout cas des prisonniers politiques. C'est ça qu'ils cherchent, qu'on les considère comme des prisonniers politiques. Ils ne le sont pas, ils sont loin d'être des prisonniers politiques. On a inculpé qui? On a arrêté qui? C'est un responsable politique quand même. On a arrêté sous le coup de l'article qui est sous le coup de l'article 80. De l'article 80. Oui. Tant que cet article n'est pas abrogé aujourd'hui, il est applicable, cet article. Donc tout citoyen sénégalais doit se soumettre à cet article-là et savoir effectivement que si je me mets aujourd'hui à insulter les institutions, je cours le danger d'aller répondre à la justice. Même s'il est considéré cet article comme une arme politique. Non, ce n'est pas une arme politique. Aujourd'hui, le président de la République a remis une réflexion à une commission qui doit réfléchir autour de nos institutions. Le travail est en train d'être fait. Vous savez, en termes de droit, en termes de mise en place d'institutions fortes, on ne doit pas se précipiter. Si on se précipite aujourd'hui, on va se retourner sur ce qui s'était passé, mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, néanmoins, on ne peut pas se permettre quand même que ce soit des politiques qui ont pillé ce pays pendant des années et qui doivent rendre compte, c'est parce que tout simplement ils sont politiques. Et le citoyen sénégalais qui n'est pas politique et qui veut aujourd'hui qu'on fait revenir tous ces deniers publics qui ont été détournés pour aujourd'hui s'occuper de la banlieue. Aujourd'hui, si on s'était s'occuper réellement de tous ces milliards qui ont été aujourd'hui détournés, ont été investis en banlieue, aujourd'hui on ne parlerait plus d'inondation. On ne parlerait plus de coupure d'électricité. On ne parlerait plus de certaines choses qui sont élémentaires pour la vie d'un citoyen dans un pays. Mais tout ça a été bafoué, vacillé. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est réellement, nous sommes en train d'exécuter la volonté du peuple sénégalais qui veut qu'on lui retourne tout ce qui a été détourné dans ce pays-là pendant des années. Alors, Madame Gakou, est-ce qu'on a aujourd'hui intérêt, pour revenir un peu sur cette question de l'article 80, est-ce qu'on a intérêt à le garder à votre niveau? Dans le contexte actuel, moi je dirais non. Notre parti pense non. Dans la mesure où réellement c'est devenu une arme politique. Il va falloir, si nous voulons continuer avec cet article, faire une séparation nette de la fonction de secrétaire général d'un parti et la fonction du président de la République. Je pense qu'il est nécessaire de le faire. Il y va de la sauvegarde de l'intérêt de nos institutions. Et je pense que tous les partis devraient s'atteler à respecter ces institutions parce qu'aujourd'hui, c'est l'APR qui est au pouvoir, mais demain, ce sera l'UCS. Vous insistez beaucoup sur ça, le respect des institutions. Cela est fondamental pour un État. Un État sans institutions, vous voyez ce que cela peut devenir. Nous avons beaucoup d'exemples de par l'Afrique, de pays où les institutions ont été bafouées. C'est l'insurrection, c'est la guerre civile. Donc il est nécessaire que nous respections ces institutions. Et le chef de l'État fait partie de ces institutions. Mais tant qu'il y a amalgame, il y aura toujours un problème justement avec cet article. Très bien. Nous pensons, au niveau de l'UCS, nous pensons qu'il va falloir abroger cet article le temps de la réflexion. D'accord. Mais vous êtes quand même d'accord que ce chantier qui a été entrepris dans le cadre de la reddition des comptes, qui crée véritablement tout ce bruit, ce chantier-là, doit aller jusqu'au bout. Fermement. Nous sommes convaincus que lorsque nous avons été aux commandes d'un État, aux commandes ne serait-ce que d'une direction, d'une entreprise, nous devons rendre compte. Et je pense que le leader de mon parti l'a démontré. Il s'est départi de son immunité parlementaire pour laisser la justice faire son travail de façon idoine. Je pense que nous l'avons suffisamment démontré. Et c'est une affaire qui est tout à fait réglée à notre niveau. L'intégrité de notre leader ne fait pas de doute. Donc, nous demandons justement la reddition des comptes. Mais que ce soit fait dans le respect des lois
de l'individu, de la personne, dans le respect de ce qui nous gouverne. Pour cela aussi, nous tenons à ce que cela se fasse. D'accord. Et ça ne va pas vous obliger, hein, comme le fait par exemple le PDS, à adopter une posture plutôt radicale? Nous, du centrisme, nous ne sommes pas dans le radicalisme. Nous nous opposerons chaque fois que de besoin et de la manière la plus forte possible. Lorsque notre liberté sera mise en cause, lorsque notre intégrité sera mise en cause, nous nous opposerons de la manière la plus forte. Mais toujours, encore une fois, dans le respect des lois de ce pays. D'accord, dans le respect des lois de ce pays. Manuel Fall, on a parlé tout à l'heure de la question relative à l'article 80 du Code pénal sénégalais, assimilé par certains comme une arme politique. C'est une question. Qu'en pensez-vous? C'est votre position sur cette question. Est-ce que vous pensez que c'est contraire aux libertés démocratiques? Oui. Alors, si vous le permettez, j'ai entendu certains propos de la part de M. Dieng du PDS, et je trouve utile peut-être d'apporter quelques éléments de précision. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que dans cette histoire aujourd'hui qui est celle du PDS, dans sa stratégie, dans sa défense, que l'État du Sénégal est mis en défaut parce qu'elle ne respecte pas certaines dispositions internationales au niveau du droit. C'est totalement faux. Il faut méconnaître peut-être fondamentalement le droit pour estimer qu'aujourd'hui, malgré la signature de certains accords internationaux, le Sénégal peut se permettre de se prévaloir d'une perte de souveraineté. Le problème est très simple. Avons-nous le droit, oui ou non, aujourd'hui, en tant qu'État, de prendre des mesures conservatoires lorsque certaines questions sont posées ou que des personnes sont présumées coupables, oui ou non? Il ne faut pas chercher plus loin. Des mesures conservatoires ont été prises en ce qui concerne certains leaders du PDS. On aurait pu les mettre en résidence surveillée. On aurait certainement crié au tollé en disant qu'on en a fait des prisonniers politiques. Or, ce n'est pas le cas. On leur permet de circuler librement à l'intérieur du pays. Maintenant, assimiler le territoire national à l'étendue de la CEDEAO, c'est un parallélisme des formes qui ne dit pas son nom, quoi. Je veux dire, on ne peut pas considérer que lorsqu'on assigne quelqu'un à une restriction, en tout cas à ne pas sortir du territoire national, cela peut s'assimiler à l'espace de la CEDEAO. Encore une fois, je dis c'est des mesures conservatoires. On a estimé dans ce cas d'espèce, en tout cas la justice a estimé dans ce cas d'espèce, que les mesures conservatoires qu'elle pouvait prendre à l'endroit de ces personnes-là, c'était tout simplement de leur demander de rester à la disposition de la justice au Sénégal. Point. Tout le reste n'est que stratégie et artifice. Il faut qu'on le comprenne. Donc, on ne transgresse pas des lois. Tout simplement, il s'agit d'appliquer un droit et en toute souveraineté. Mais malgré tout, quand même, on a vu que ce responsable en question a réussi à sortir du territoire national, ce qui révèle en quelque sorte des failles dans le système de sécurité de notre pays. Dire que le système de sécurité au Sénégal est parfait, c'est un pléonasme. On voit des kamikazes, des djihadistes aller mener des dégâts considérables aux États-Unis et dans des pays européens, qui certainement ont des frontières moins poreuses que les nôtres, ont des systèmes de renseignement et de défense encore plus améliorés que le nôtre. Dire qu'aujourd'hui au Sénégal tout est parfait et qu'on ne devrait pas arriver dans cette situation-là, bon, il faut relativiser. Réellement, certainement, il y a des dysfonctionnements. Et je pense que l'État du Sénégal, à travers les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, vont dans le sens de corriger ces défauts. Il faut le comprendre comme tel. Il y a des dysfonctionnements dans le système, on va essayer d'améliorer le système d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, pour revenir sur la question, qu'est-ce qui est réellement recherché comme but par les gens qui posent de tels actes? In fine, quoi qu'on puisse dire, c'est tout simplement discréditer l'État. Aujourd'hui, est-ce que tout citoyen sénégalais peut se permettre de constater que certains, mis par des volontés politiques ou des démarches politiques, vont jusqu'à discréditer l'État?
Voilà la vraie question. Est-ce qu'on peut se permettre de rester face à ces gens-là, les bras ballants, et puis en se disant, après tout, il faut respecter la démocratie et il faut les laisser faire ce qu'ils entendent. Parce que pour eux, la conception de la liberté ne s'arrête pas là où, justement, il y a une frontière par rapport aux libertés et aux lois qui leur sont assignées, mais c'est une liberté tout azimut. Ça devient de l'anarchie et c'est pas tolérable. Aujourd'hui, je pense, à mon sens, que l'État doit prendre des mesures fermes, et le plus ferme qui soit d'ailleurs, si on peut se permettre l'expression, à l'égard de tels agissements. Il n'y a rien de glorieux aujourd'hui à mettre l'État en situation de faiblesse. Très bien. Acte politique, oui, donc, Malick Dieng, mais pas acte de défiance à l'égard quand même de l'État qui gère la sécurité des citoyens. C'est ce que vous avez voulu à travers ces actes-là. Permettez-moi parce que tout à l'heure, quand même, mon frère, je ne sais pas si mon frère, mon camarade, mon frère, parce que, voilà, ils disent qu'avec tant de milliards volés, pillés, on aurait dû développer le pays, où on aurait dû construire telle ou telle école. Mais jusqu'à présent, eux, ils ne nous disent pas, voici un franc appartenant à tel, ou voici un franc qui a été pillé de telle structure ou de telle entreprise par telle personne. Et nous avons entendu. Mais cet après-midi, il y a un chèque qui a été remis là, qui restituait des fonds. C'est le chèque de qui? De qui? Tiré d'où? D'entreprise, je crois. Quelle entreprise? Il faut qu'ils nous disent. Les Sénégalais ont envie de savoir. Parce qu'on ne peut pas traîner dans la boue de notre citoyen. Sous prétexte qu'ils font gérer les derniers prix. En réalité, il faut qu'on leur colle des motifs de pilleur de la République. Au départ, ils ont parlé de combien? 4 000 milliards. Je parle des citoyens sénégalais. Ils ont parlé de 4 000 milliards, 2200 milliards. Ils ont parlé de 700 presque milliards. Là, ils sont revenus sur des principes de discours savants, jusqu'à aller à tel ou tel bien appartient à tel ou tel individu. Je pense qu'un État responsable n'agit pas comme ça. Nous avons les meilleures forces de l'ordre, les meilleurs prix, très bien formés. Notre gendarmerie, nos magistrats, c'est les meilleurs d'Afrique. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut les utiliser, on veut les embarquer dans un schéma qui n'est pas clair. Le schéma de la traque. Eux, ils disent traque. Mais ils ne nous disent pas, ils disent que des gens ont pied. Mais il ne peut pas aussi que telle personne a pied quoi que ce soit. Et mieux. Oui, secret de l'enquête peut-être. Oui, secret. Mais quand ils disent que tel a pied, ils doivent savoir telle personne a pied tant. Il ne faut pas affirmer des choses qu'on ne sait pas. Mieux. Aujourd'hui, ce qui nous dirige, a commencé par son chef de parti. Aujourd'hui, quand il a étalé son patrimoine, mais tout le monde est tombé bouche bée. 35 véhicules, mais dans ce pays, quelle est la personne qui peut se permettre d'avoir 35 véhicules? Un patrimoine évalué à certains disent 8 milliards, mais d'autres disent c'est plus de presque 23 milliards. Les gens le disent. Mais qui nous disent qu'il a puisé cet argent aussi. Parce qu'il a été comptable de la gestion libérale des 12 ans de gestion de Wade. Macky en a géré jusqu'à 8 ans, 8 bonnes années. C'est 8 bonnes années, donc. Pour lui, il a été quand même clean. Parce que la déclaration de son patrimoine le prouve. Il faut qu'il nous dise où il a tiré son argent. Le Premier ministre, c'était très clair. L'argent d'Abré. L'argent d'Abré est là. Mais cette question est restée maintenant. Les gens sont restés mis dans cette question. Oui. Ceux qui nous dirigent doivent montrer l'exemple d'abord, avant de partir à autre chose. Mais le grand système aujourd'hui, que ce pouvoir actuel veut mettre en place, c'est un système dictatorial, un système presque qui frise le totalitarisme. Parce qu'ils ont 3 leviers à activer pour arriver à leur fin. Le premier levier, c'est la crime. Deuxième levier, c'est s'appuyer sur l'article 80. C'est ce qu'ils vont faire. Et le troisième pilier essentiel, ce sera l'agence de sécurité, qui sera similaire d'une milice. Et c'est ça la question. Ça, c'est pour créer des emplois. C'est pour créer des emplois. Mais nous avons combien de forces? Nos policiers, ils ont besoin d'être renforcés. On recrute des policiers, 10 000 policiers, c'est une gendarme, c'est 1000 policiers. Et puis vous verrez, la question est vite tranchée. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils veulent caser une clientèle politique. D'accord. Pour revenir à la question liée à la sécurité, pourquoi défier en quelque sorte l'État
qui est garant de cette sécurité des citoyens. Nous ne défions pas l'État. Nous respectons l'État, l'État de droit. Senghor a créé l'État. Diouf l'a consolidé. Nous l'avons presque pas déstabilisé. Nous avons apporté beaucoup de libéralisme, beaucoup de liberté. Aujourd'hui. Mais vous avez presque perdu l'État. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez plus l'État. Parce qu'en vous entendre parler, moi j'ai l'impression que vous avez un produit que vous appartient, que vous voulez utiliser. D'accord. Roger, c'est votre micro, oui. J'ai l'impression qu'il y a... Allez-y. Que l'État est votre produit. Vous en faites ce que vous voulez. Vous utilisez la justice, l'appareil d'État, pour que les gens qui sont censés s'opposer à vous de manière démocratique soient agressés, soient emprisonnés, soient harcelés. Mais ça, ce n'est pas le fondement d'un État de droit. D'accord. Ce n'est pas le fondement d'un État de droit. Alors, Pape Gorgui-Ndong, on était à la question liée à la sécurité. En procédant à cette correction dont parlait tout à l'heure M. Fall, est-ce que l'État n'avoue pas en fait ses faiblesses quant à la prise en charge des questions de sécurité dans ce pays? Merci Omar. Donc, avant d'aborder cette question, il faudrait tout simplement que j'apporte un petit éclaircissement à Malik par rapport à ce qu'il nomme traque des biens mal acquis. Ce qu'il dit. Rappelez-vous où est-ce qu'ils ont commencé lorsqu'a été lancée cette traque des biens mal acquis. Nous n'avons rien fait. Personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Aujourd'hui, son discours consiste à quoi dire? On a 3 milliards. On a eu un chèque de 3 milliards. Il veut maintenant nous demander c'est qui ces 3 milliards, d'où proviennent-ils ces 3 milliards? On a parlé de 1 milliard. Hein. De 1 milliard. Bientôt, vous allez voir. Bientôt, vous allez voir, puisque la justice fait son travail. Fait son travail en toute quiétude. Ils vont voir quoi? Ils vont voir que tous ces gens-là qui avaient détourné l'argent des contribuables sénégalais vont le rembourser. Quand on dit ça, puisqu'on a vécu dans ce pays, on n'a pas été aux États-Unis, on n'a pas été ailleurs, on a été ici, dans ce pays, pendant des années, de l'argent qui a été utilisé pour aller faire des monuments, de l'argent qui a été utilisé aujourd'hui pour des festivités, où on chiffre avec des milliards qui ne résonnent pas et qui ne collent pas par rapport à la réalité. Donc nous savons pertinemment que ces gens-là, cet argent qui a été, l'argent du contribuable sénégalais n'a pas utilisé à bon escient. Donc aujourd'hui, par rapport à la sécurité, j'en reviens. Vous savez, le problème de la sécurité frontalière, c'est une problématique mondiale. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, c'est tellement difficile aujourd'hui, la frontière américaine, le Mexique, il y a des gens qui passent. Et pourtant, c'est le grand pays, c'est le plus puissant pays du monde. Aujourd'hui, quant à la gestion de la sécurité de nos frontières, parfois il faut faire défaut. Quand aujourd'hui, comme l'a dit mon ami Maël, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est parfait par rapport à la gestion de la sécurité. Au niveau interne, hein? Pas au niveau des frontières. Il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui qui sont consentis, non seulement la sécurité de notre pays, mais la sécurité dans la sous-région. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont consentis. Au moment où ces efforts sont consentis, des citoyens, d'honnêtes citoyens sénégalais prennent la responsabilité aujourd'hui d'agresser cet État, de provoquer cet État, c'est-à-dire pour provoquer quoi? Ils veulent tout simplement provoquer une situation pour détourner l'opinion nationale de ce qui se passe et de ce qui doit se faire. Aujourd'hui, vous avez vu cet État, comment cet État est très calme. On n'a pas réagi en prenant Mani Militari pour aller prendre Omar Sarr et mettre... Parce que vous tâtonnez. Par ça. Non, mais la justice fait tranquillement son travail. Et vous allez voir que quand la justice doit faire son travail, il n'y a personne qui va intervenir. Mais quand même, ce qu'on peut noter en toute objectivité, ça a été une sorte de surprise hein, à travers cette histoire. C'est pourquoi d'ailleurs des mesures avec des failles à niveau sécuritaire. C'est pourquoi d'ailleurs des mesures ont été prises. Oui. Des mesures allant dans le sens de réorienter, de réorganiser et de plus veiller à la sécurité des populations et de leurs biens. Ça, il faut reconnaître qu'il y avait des défaillances. S'il n'y avait pas de défaillances, il n'y aurait pas de sanctions, il n'y aurait pas des décisions fortes qui sont prises. Aujourd'hui, par rapport à ça, ça nous édifie tout simplement du travail élastique, du travail énorme que nous sommes chargés aujourd'hui d'appliquer dans ce pays, allant de la sécurité,
du développement, de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Je vous dis quelque chose, ça ne date pas d'hier. Ce problème de sécurité au Sénégal, ça ne date pas d'hier. Nous sommes en train de prendre les mesures idoines pour répondre efficacement à cette problématique. Mais aussi, il ne faut pas le faire aussi avec des gens qui ne veulent pas respecter aujourd'hui l'autorité publique, qui veulent à tout moment. Quel est le but recherché en réalité en posant ces actes-là? Il y a un but recherché. C'est une stratégie politique qui veut tout simplement utiliser l'État à répondre à cette provocation et pour détourner maintenant l'opinion, profiter des failles de l'État pour poser des actes politiques. Vous savez, le Parti démocratique sénégalais est un vieux parti. C'est un vieux parti qui a beaucoup de stratégies et qui peut-être a beaucoup d'informations par rapport aux démarches qui vont venir ultérieurement. Ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup de choses qui vont être éclaircies d'ici peu de temps. Sur la situation ils ont jugé depuis très longtemps que ce n'est pas vrai, c'est une traque, c'est un système organisé pour liquider les responsables du Parti démocratique sénégalais. Non. Et pour camoufler tout ça, ils sont en train de créer une autre situation qui va maintenant attirer l'attention des Sénégalais sur ça. Mais le peuple sénégalais est tellement aguerri, le peuple sénégalais est tellement constant qu'aujourd'hui on ne peut pas détourner le peuple sénégalais des urgences qui pèsent. Le président de la République est engagé. L'État du Sénégal est engagé sur des promesses qui ont été tenues. Un État de droit. Il a cité tout à l'heure Léopold Sédar Senghor, cité Abdou Diouf en référence par rapport à un État de droit. Les principes qui régissent aujourd'hui un État de droit avec ses piliers. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas citer un modèle, le passage de M. Abdoulaye Wade. Ah bon? Non, puisque tout ce qui était fondamental dans ce pays a été déstabilisé depuis des années. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réformer tout ça. D'accord. Nous sommes en train de restituer cet état de droit qui a été usurpé des Sénégalais. Merci. Alors, Nicole Gakou, on en était au débat sur la sécurité. Quel enseignement tirez-vous de cette question sécuritaire? Est-ce que, à votre avis, le problème est pris en charge comme il faut par les autorités de ce pays? Sur la base, bien sûr, de ce qu'on a vécu. Merci, M. Ying. Permettez-moi tout d'abord de revenir un peu en arrière. Ce que nous déplorons, nous, au niveau de l'UCS, c'est cette perpétuelle menace que nous subissons, que nous vivons de la part du pouvoir, de la part des partisans de l'APR. Menaces à quel niveau? Des menaces verbales. Il ne se passe pas un jour où un ministre de la République n'appelle la presse pour dire qu'un tel a volé, qu'un tel a spolié, qu'un tel a dilapidé, alors que ce n'est pas son rôle. Nous appelons à ce que les gens se posent, à ce que les gens gardent l'esprit, leur sang-froid. C'est à la justice de déterminer qui a fait quoi. Et lorsque la personne est coupable, de sévir de manière la plus idoine possible. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se pose un problème de sécurité. Mais c'est un problème global, comme a dit mes prédécesseurs, de par le monde. Cela ne dédouane néanmoins pas l'État. La sécurité fait partie des rôles régaliens de l'État. Nous demandons à ce que notre police, notre armée, notre gendarmerie soient renforcées de manière la plus spécifique possible, afin qu'au niveau de nos frontières, il y a l'AQMI qui tape à la porte. Donc il est nécessaire aujourd'hui de s'arrêter, de réfléchir comment mieux coordonner tout cela. Je pense que ce que M. Omar Sarr a fait, même si nous ne le cautionnons pas, est une sonnette d'alarme. Il faudrait que l'État soit beaucoup plus regardant sur cette insécurité qui n'est pas seulement au niveau des frontières. Il y a aussi de l'insécurité dans nos maisons. Il y a de l'insécurité dans nos quartiers. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Donc il y a nécessité aussi de s'attarder sur tout cela. C'est vrai que cela ne se règle pas d'un coup de baguette magique, mais il y a nécessité d'avoir la volonté de s'y atteler. Et cette volonté-là, nous ne la sentons pas de la part de l'État. D'accord. M. Fall, sommes-nous menacés? Non, moi j'aimerais quand même poser les termes de la sécurité d'une manière très simple. C'est-à-dire que parfois il est utile de considérer les choses à la lumière des événements.
Il y a quelque temps de cela, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris la décision de renforcer la sécurité de ce pays. Beaucoup d'argent a été investi pour davantage assurer notre sécurité, et cet acte a été mal compris, ou du moins il a été fortement critiqué. Aujourd'hui, à la lumière des événements qui se produisent, je me pose la question de savoir si effectivement ceux qui étaient les détracteurs de cette mesure, aujourd'hui, comprennent les actes et les gestes qui ont été posés. Il faut comprendre qu'un État ne se gère pas dans la rue. Il y a des choses qui se passent, des événements qui dictent certaines attitudes, certaines conduites, de la part de ceux qui ont les tenants du pouvoir, qui sont aux manettes, qui disposent de certains renseignements. Et notamment, je voudrais juste souligner cet exemple et ce fait, pour dire qu'en toute responsabilité, à ce moment-là, le chef de l'État a pris la décision de renforcer la sécurité de ce pays, en y investissant beaucoup de milliards, ce qui a été contesté. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont contesté cette mesure nous disent qu'il faut prendre davantage de mesures. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut simplement considérer, une fois pour toutes, que la manière dont on gère la chose publique au Sénégal a fondamentalement changé. C'est une mutation qui est en train de se faire. Peut-être pas une mue comme l'entend le PDS en ce qui lui concerne, parce qu'aujourd'hui la mue à laquelle on assiste de la part du PDS va plutôt dans le sens de la confrontation, de la désorganisation, de la perturbation. Mais aujourd'hui, la mue en tout cas qui est en train de s'opérer au niveau de l'État et au niveau des hommes politiques qui sont aux commandes, c'est de prendre leurs responsabilités. Encore une fois, c'est une question de responsabilité. Des engagements ont été pris vis-à-vis des citoyens sénégalais. Je crois que les gens seront jugés à la fin de leur mandat sur les résultats et les promesses qui ont été tenues ou non. Voilà. Et aujourd'hui, chaque citoyen, chaque Sénégalais pourra être le jour venu appelé à se prononcer sur ce qui a été fait en bien ou en mal. Mais en attendant, non, il est important de ne pas nous laisser distraire. Nous laisser distraire, c'est quoi? Nous laisser embobiner dans des histoires qui ne sont que des histoires politiciennes et qui ne tiennent à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans la mue du PDS, ils n'entendent pas tout simplement aller s'asseoir dans les bancs de l'opposition, de critiquer par exemple le projet de budget comme on s'attendait à ce qu'ils le fassent, mais de manière virulente et violente. On ne les a pas entendus sur ces questions-là. Lorsqu'il s'agit aujourd'hui d'avoir une opposition forte sur les réformes institutionnelles à engager, on ne les entend pas. D'accord. Sur quel sujet on les entend? C'est traque des biens mal acquis. Et encore une fois, il faut peut-être préciser en termes de sémantique. Hein. Lorsqu'on dit traque des biens mal acquis, je ne crois pas entendre traque des personnes. Hein. On parle de biens. Des biens qui appartiennent aux Sénégalais. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. S'il faut aller traquer les biens, il faut aller traquer les biens. Ces biens-là ne les appartiennent pas, ils appartiennent aux Sénégalais. D'accord. Vous avez touché du doigt un problème, un débat fondamental, c'est la question peut-être relative à la qualité du débat ou des débats d'idées. Hein. Je donne un exemple, l'homologation des prix des denrées de première nécessité. Vous avez chacun une minute, vraiment on est à la fin de cette émission, pour apprécier la mesure. Pas de retour en arrière, hein. Malik. Oui, bon d'accord. Je reste, parce qu'il a dit tout à l'heure que nous ne participons pas aux institutions, à l'évolution quand même des budgets et autres, ça c'est archi. Le débat d'idées, par exemple, je donne un exemple sur l'homologation des prix. Sur l'homologation des prix, c'est vrai. Ça, il faut revenir en arrière pour savoir pourquoi on est revenu à l'homologation des prix. Parce qu'eux, en pleine campagne électorale, ils avaient tenu des promesses qu'ils ne peuvent pas respecter. Ça, c'est sûr, tout le monde l'a sait. Ils ne sont pas en train de le respecter, là. Oui, mais je vous dis pourquoi. Ils ne peuvent pas le respecter. Ils ont diminué une première fois, ça n'a pas servi à grand-chose. Une deuxième fois, maintenant, ils viennent pour homologuer les prix, dire que voilà, tel prix va se vendre à tel ou à tel. Mais attends, les commerçants ne vous suivront pas. Descendez sur le marché et puis vous allez voter les voir. Voilà, pas de bruit. Tout à fait. Rapidement, une minute. Hein. Oui, en une minute, Omar, je vais tout simplement dire qu'au moment où vous êtes en train de polémiquer autour de la traque des biens mal acquis dans la sémantique, traque, non-traque, nous sommes en train quand même de prendre en charge les préoccupations du peuple sénégalais. Et en ce moment-là, nous sommes en train de rétablir l'électricité que vous aviez déjà déstabilisée pendant des années. Nous avons redonné la dignité aux paysans qui ont été laissés en rade depuis des années. Nous avons aujourd'hui mis beaucoup de moyens pour assurer et garantir la sécurité des Sénégalais en renforçant les moyens de la police. De l'homologation des prix. Je vais en finir avec l'homologation des prix, quand il dit aujourd'hui que
c'était une promesse qui a été tenue, qui a été prise, qui n'a pas été tenue. Mais ça, c'est pas ça, on ne peut pas admettre ça. Aujourd'hui, en regardant tout simplement l'homologation des prix avec la baisse des denrées de première nécessité, l'État du Sénégal économise 60 milliards de francs CFA qui vont être économisés aujourd'hui par rapport à ces mesures qui sont prises. Au niveau, je vous donne tout simplement 3 exemples. Oui. Je vous donne rapidement, on est à la fin de l'émission, rapidement. Pour prendre le riz ordinaire, qui aujourd'hui se vendait à 350 francs, aujourd'hui c'est revenu à 260 francs. Osez-vous me dire que vous avez dit que aujourd'hui, les prix qui sont homologués aujourd'hui, le riz coûtait 350 francs, aujourd'hui on le vend à 260 francs. Vous n'osez pas me dire qu'il n'y a pas de diminution. Pour l'huile en litre, les prix, aujourd'hui c'était à 1000 francs, ça se vend actuellement à 900 francs. Pour aujourd'hui le sucre cristallisé, c'était à 50 francs. À 700 francs le kilogramme. Aujourd'hui, c'est à 575 francs le kilogramme. Et cela n'est que des exemples par rapport aux denrées. Combien par mois sur 1 kilogramme de sucre? On économise en tout cas 60 milliards par année par rapport à la baisse de ces denrées de première nécessité. Et aujourd'hui, ça c'est suite à la baisse qui est survenue aujourd'hui dès les premières prises de fonction du président Macky Sall. Puisqu'il faut se souvenir qu'il y avait déjà la baisse des denrées de première nécessité qui a été opérée. Aujourd'hui, c'est la deuxième baisse qui est opérée pour les populations sénégalaises. Ils ne peuvent pas sentir ça, puisque eux, ils ont tellement pris de l'argent du peuple sénégalais qu'ils sont leur langage. Ils ne peuvent pas aujourd'hui savoir les prix qu'on vend au Sénégal. Merci beaucoup. Madame Gakou, comment appréciez-vous cette mesure-là d'homologation des prix des denrées de première nécessité? Je pense d'abord que nous ne parlons pas du même Sénégal. Bien sûr. Le Sénégal que nous vivons, c'est un Sénégal où il y a encore des coupures d'électricité. Il y a encore des coupures d'eau, où la vie est excessivement chère. Maintenant, par rapport à l'homologation des prix, nous saluons, mais nous demandons le suivi de la mise en œuvre, parce que c'est là où le problème va se poser. Sauf que, je pense aussi qu'on ne parle pas du même Sénégalais, lorsqu'on sait que ce Sénégalais-là ne consomme pas le riz sur lequel la baisse s'est faite. Nous parlons d'un problème de santé des populations avec l'huile en fût. Il y a des contaminations qui peuvent se faire du transfert jusqu'à la maison. Ce n'est pas réglé. Donc lorsqu'on choisit de faire une réduction des prix, regardons d'abord ce que nos populations consomment et travaillons sur cela. Mais le problème, il est ailleurs. Le problème, il est entre le déphasage des salaires des Sénégalais par rapport à la cherté de la vie. Donc travaillons sur l'emploi, travaillons sur l'environnement des entreprises pour permettre aux entreprises d'être pérennes, pour permettre aux entreprises de croître et de pouvoir mieux employer et de pouvoir distribuer de réels salaires. Des efforts quand même ont été faits sur ce salaire-là, avec la baisse de cet impôt. Oui, nous nous demandons plus. Vous pensez que réduire les impôts alors que le loyer augmente, alors que la facture de l'électricité augmente, alors que la facture d'eau augmente, c'est régler le problème, alors que l'essence est coûteuse? Je pense qu'il y a encore à faire. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous demandons à ce que la réflexion continue. Mais nous sommes tous des Sénégalais, autant partis au pouvoir que de l'opposition. Et lorsqu'on veut qu'il y ait des améliorations, demandons la concertation à l'ensemble des Sénégalais. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais, partis au pouvoir comme de l'opposition. Merci beaucoup, Madame Gakou. Manel Fall. Oui, moi j'aimerais tout simplement dire qu'effectivement, les conditions de vie sont difficiles. Je pense que nul ne peut l'ignorer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi admettre que des efforts sont faits de manière constante pour l'amélioration de ces conditions de vie. Je pense que la première mesure qui a été prise par le gouvernement a été de baisser les prix. Quelques mois après, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des difficultés à appliquer cette baisse des prix. Aujourd'hui, il y a une vitesse supplémentaire qui va dans le sens d'homologuer les prix. Je pense que ça offre plus de garanties sur la stabilité des prix. Voilà la mesure qui est prise et voilà comment elle doit être comprise par les citoyens. Donc à un moment donné, lorsqu'il a été question de concertation et que les acteurs n'ont pas joué le jeu au niveau du marché, le gouvernement, en toute responsabilité, a pris la
la décision ferme d'homologuer des prix. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut saluer l'action? Je dis oui. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que constamment des efforts sont en train d'être faits, il ne faut pas le nier non plus. Il faut se dire tout simplement qu'on revient de loin, parce qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont en train d'être prises, toutes les questions qui sont posées sur la table ne datent pas d'aujourd'hui. Donc c'est un problème global, des solutions sont en train d'être apportées au quotidien, et c'est ce qu'il faut dire. Merci beaucoup Amadou Manel Fall du FSD-BJ, le parti du ministre Cheikh Bamba Dièye. Merci beaucoup Pape Gorgui Ndong de l'Alliance pour la République, évidemment du président Macky Sall. Merci à M. Malick Dieng, Dr Malick Dieng du Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade. Merci à Mme Nicole Gakou de l'Union centriste sénégalaise de l'ancien ministre d'État Abdoulaye Baldé. Merci Madame, Messieurs, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro du débat pluriel.